Alors je vais appeler maintenant un binôme, mais qui n'aura aujourd'hui qu'un seul visage. Le binôme est le suivant, c'est Olivia Bouclé et Lina Capuano. Alors Olivia et Lina sont toutes les deux finalement des étudiantes chevronnées, puisqu'elles sont chacune titulaires d'un Master 2. Pour Olivia, qui vient de s'installer, un Master 2 en Histoire et Culture de l'Alimentation, et puis pour Lina, qui est souffrante aujourd'hui et qui a jusqu'au bout espéré être parmi nous, physiquement ou par l'intermédiaire d'une petite capsule vidéo, mais malheureusement ça n'a pas pu être possible. Lina est, elle, publiciste et titulaire d'un Master 2 droit public obtenu à Lyon 3. Olivia, qui va prendre la parole aujourd'hui et qui présentera le texte qu'elles ont coécrit avec Lina, elle est à titre personnel impliquée dans la filière viticole et je vous signale l'existence d'un domaine familial dans lequel elle est impliquée, le domaine Aurélien Revillot en appellation Bourgueil. Et à présent, je vais laisser la parole à Olivia qui va nous parler de la PAC, l'attractivité des territoires et l'environnement, et plus exactement intitulé « Relier la PAC à l'attractivité des territoires et si l'environnement était le fil d'Ariane ». Merci Madame Aubin-Broutet, merci Madame Rochdy de nous donner la parole aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. À travers l'écran, je salue Lina et je lui souhaite un bon rétablissement. Donc c'est avec plaisir que je vous présente la réflexion que nous avons menée ensemble sur la prise en compte de l'environnement dans la relation entre la PAC et l'attractivité des territoires, dans le contexte de transition agroécologique et de déprise agricole, mais aussi d'approche qualitative de la vie en zone rurale. La nouvelle réforme de la PAC cristallise les débats entre ceux favorables à la vocation nourricière et compétitive de l'Europe et ceux qui défendent de nouveaux modèles agricoles plus durables, tournés vers les paysages, la biodiversité, l'usage des ressources naturelles ou encore la lutte contre le changement climatique. Ces préoccupations qui mettent en cause le système de l'Europe verte soulignent les différences d'appréciation sur ces sujets. Au regard des missions de service public qui sont les leurs, les territoires ont compris toute l'importance accordée par la société à la qualité de vie en zone rurale. Cet espace est perçu comme agréable et sain pour y habiter, pour y séjourner, voire pour installer une activité économique. Par opposition à la ville, la proximité de la nature, ce bien commun, contribue à valoriser l'image d'un territoire rural vertueux, par conséquent attractif. L'agrandissement des exploitations met à mal l'agriculture paysanne. L'une des conséquences de ce phénomène est la désertification des zones rurales, renforcée par les nombreux départs à la retraite des agriculteurs exploitants. Les ménages et les acteurs économiques peuvent alors trouver ailleurs des arguments d'attractivité territoriale plus forts. Il est donc essentiel, en s'appuyant sur la PAC, de faire de l'environnement un facteur de réussite de l'attractivité des territoires. Cette mise en relation est notamment le moyen de concrétiser la transition agroécologique qui peut donner une plus-value environnementale au territoire. Mais si la PAC semble soutenir les agriculteurs dans cette voie, on peut se poser la question du soutien aux territoires qui œuvrent dans ce sens. Par l'importance des zones rurales de l'Union européenne et par le poids que lui donne son budget, la PAC tient donc un rôle central pour la définition de mesures agro-environnementales dont l'application s'envisage localement dans les territoires. S'il existe une logique à agir avec la PAC, on peut s'interroger sur la nature des liens, directs et indirects, qui mettent en relation ces mesures environnementales et la volonté des territoires d'affirmer leur attractivité. Souvent chaotiques et ambigus, ces liens ne vont pas de soi. Cependant, même si la PAC n'assure pas directement un lien, elle agit en levier par sa dimension environnementale qui conduit de façon détournée à favoriser l'attractivité des territoires. En miroir, la politique sur le développement rural de la PAC donne la possibilité à ces derniers de se saisir de l'argument environnemental pour développer leur attractivité. Il nous sera ainsi donné d'étudier l'absence de lien évident entre PAC, environnement et attractivité territoriale, puis de voir comment les territoires se saisissent de ce lien distant
en mettant les mesures environnementales de la PAC au service de leur attractivité. Les mesures initiées en faveur de l'environnement et de l'attractivité territoriale coexistent dans chacun des deux piliers de la PAC où elles peinent à se rejoindre. Si historiquement, la PAC n'avait pas lieu de se préoccuper du milieu naturel, des objectifs environnementaux ont fait leur apparition au fur et à mesure des réformes. Ils sont présentés aujourd'hui comme un élément central de la réforme en cours et s'insèrent dans le cadre politique européen plus large du Pacte vert. Il semble que les dispositifs environnementaux de la PAC visant à protéger et préserver l'environnement soient dépourvus de toute intention de rendre les territoires plus attractifs. C'est tout spécialement le cas des mesures du premier pilier. Prenons par exemple le paiement vert, qui complète les droits à paiement de base. Son octroi est conditionné par 3 critères cumulatifs que l'exploitant doit respecter. Maintien de prairies permanentes et non-retournement des prairies permanentes dites sensibles, diversification des cultures et préservation et ou création de surfaces d'intérêt écologique qui doivent constituer à minima 5% de la superficie totale des terres arables dont disposent l'exploitant. Il n'y a pas de lien avec un objectif d'attractivité des territoires. Il s'agit en effet de mesures de nature agronomique et agroécologique, visant à préserver les écosystèmes, à sauvegarder la richesse agronomique des sols, ainsi qu'à protéger les terres arables et les cultures des risques d'érosion, de sécheresse et d'inondation. Si le premier pilier n'est pas le mieux adapté à assurer la liaison entre la préservation de l'environnement et l'attractivité des territoires, le second pilier de la PAC est sans doute mieux disposé à les faire entrer en interaction. Au sein du deuxième pilier, le soutien à l'agriculture biologique, mesure environnementale d'envergure, peut par exemple bénéficier au territoire. Il s'agit d'une agriculture génératrice de main-d'œuvre qui privilégie la structure à taille humaine. Elle se préoccupe de la qualité de vie, ce qui est favorable au maintien et à l'attraction de nouvelles exploitations, de ménages ou d'entreprises de transformation et de valorisation des produits agricoles. Elle participe aussi au dynamisme économique local en favorisant les circuits courts. On peut encore relativiser cette déconnexion en citant l'indemnité compensatoire des handicaps naturels, l'ICHN, qui cible des territoires ruraux défavorisés dont les conditions d'exploitation sont rendues difficiles. Cette mesure veut maintenir un maillage d'actifs agricoles et une présence humaine dans ces territoires pour éviter notamment l'abandon des terres et les conséquences négatives qui en résultent en termes de paysage et de biodiversité. Dans ce cadre précis, le lien entre mesures environnementales de la PAC et attractivité territoriale se dessine. Toutefois, le dispositif ICHN ne représente qu'une modeste part des dépenses budgétaires. La plupart des mesures initiées par la PAC en faveur de l'environnement ne visent donc pas l'attractivité des territoires. En écho, la PAC soutient l'attractivité territoriale sans s'appuyer sur l'environnement. La principale préoccupation de la PAC en matière d'attractivité locale est la recherche d'un développement territorial équilibré et égalitaire qui ne mette pas en concurrence les territoires. Les objectifs en la matière sont principalement d'ordre économique et social. Par le système d'aide directe du premier pilier, la PAC a permis de garder et de fixer localement des activités agricoles. Cette aide économique visant la compétitivité des entreprises agricoles a ainsi bénéficié à l'attractivité des territoires. Pour le deuxième pilier, le règlement sur le développement rural de 1999 fixe à l'origine 2 objectifs. Promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement et accompagner les mesures de soutien en faveur de la reconversion économique et sociale des zones confrontées à des difficultés d'ordre structurel. Le développement rural a été pensé afin d'inverser l'exode rural, de combattre la pauvreté, stimuler l'emploi et l'égalité des chances, ainsi que de répondre aux exigences croissantes en matière de qualité, de santé, de loisirs et d'améliorer le bien-être dans les zones rurales. Cette politique a une valeur correctrice. On comprend, à travers les mesures prises, que la PAC permet d'agir pour rendre les territoires européens attractifs, mais les considérations environnementales ne sont pas évoquées. Depuis 2013, la compétitivité, l'emploi et l'environnement sont au cœur du deuxième pilier. Le soutien en faveur du développement rural contribue à
favoriser la compétitivité de l'agriculture, garantir la gestion durable des ressources naturelles et la mise en œuvre de mesures visant à préserver le climat, et enfin assurer un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales. Dans ce cadre, les États membres peuvent inclure des sous-programmes thématiques dans leurs programmes sur le développement rural afin de répondre à des besoins locaux. Cela concerne entre autres les jeunes agriculteurs, les petites exploitations, les zones de montagne, la création de circuits d'approvisionnement courts, les femmes dans les zones rurales, mais encore la biodiversité et l'atténuation des changements climatiques. Ainsi, la notion environnementale est bien intégrée dans le second pilier, mais elle ne constitue pas l'élément prioritaire. De plus, les paiements agro-environnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent volontairement, par contrat, dans des actions en faveur de l'écologie. Ils ne concernent que des engagements qui vont au-delà des normes obligatoires et ils indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Les mesures sociales et économiques de la PAC semblent donc mieux répondre aux enjeux d'attractivité des territoires que les mesures environnementales. Si l'attractivité des territoires s'entend uniquement de façon économique, alors elle s'éloigne des objectifs de préservation de l'environnement qui appellent à une forme de sobriété. Cependant, la durabilité et la résilience des exploitations sont aujourd'hui nécessaires à la compétitivité. L'approche par pilier ne permet donc pas d'établir un lien clair entre PAC, environnement et attractivité territoriale. Pire, on constate que la PAC peut être un facteur d'externalité négative sur l'environnement et l'attractivité des territoires. À ce sujet, les instances européennes font elles-mêmes leur autocritique. En 1985, la Commission européenne, dans son livre vert, révélait déjà l'existence d'externalités négatives. Atteinte à la qualité des sols, atteinte à la qualité des eaux, de l'air, atteinte à la biodiversité et finalement atteinte au milieu en général, en raison de la concentration et de la spécialisation des activités agricoles sur des bassins de prospérité. Plus récemment, dans ses rapports, la Cour des comptes européenne a pointé à plusieurs reprises la PAC comme un facteur d'externalité négative sur l'environnement. Partant du constat que la majorité des fonds de la politique agricole commune n'a pas d'impact positif sur la biodiversité, cette institution européenne fait part de ses inquiétudes quant à l'application et aux résultats de la PAC en matière d'écologie. Le bilan environnemental de la PAC est donc contrasté. Sur une longue période, chacun s'accorde à penser que les aides PAC ont accompagné le mouvement de spécialisation et d'intensification des modes de production. La diversité des paysages, qui est un atout d'attractivité territoriale incontestable, s'en trouve donc directement menacée. La PAC n'a pas non plus réussi à endiguer le phénomène d'artificialisation des sols. Excusez-moi. On peut également pointer la consommation des pesticides, qui s'est accrue depuis 2010 et qui reste à un niveau élevé. Ce constat ne va pas davantage dans le sens du pacte vert qui souhaite une sortie des pesticides, notamment une baisse de 50% d'ici 2030. Par certains aspects, la PAC a incité au productivisme. Elle a également joué un rôle dans la concentration des activités agricoles génératrices de pollution. Son bilan nuancé l'expose à la critique. En effet, entre agribashing et greenwashing, deux termes dans l'air du temps, les critiques adressées à la PAC abondent. On peut y lire un désamour de la société pour l'agriculture et les limites de la cohabitation au cœur des territoires où la méfiance envers les exploitations agricoles se ressent tout spécialement. Paradoxalement, c'est en œuvrant en faveur de la résilience environnementale que la PAC pourrait réconcilier l'agriculture européenne avec son environnement naturel et local. La crise de confiance entre la PAC et la société met en lumière la complexité des processus décisionnels, les incontournables compromis entre les États membres et l'impossibilité de se réformer radicalement. En octobre dernier, la réforme de la PAC a été le sujet d'actualité de l'Europe. Beaucoup d'associations de défense de l'environnement, du bien-être animal et de consommateurs s'étaient d'ailleurs unies quelques semaines
auparavant pour mener une campagne d'influence auprès des députés européens, leur demandant de ne pas voter ce projet de PAC et de proposer une remise à plat complète. Les derniers votes du Conseil et du Parlement portant sur la réforme ont déclenché dans les médias et sur les réseaux sociaux une vague de réactions hostiles, dénonçant un projet de PAC trop innovant et incapable, dans sa version actuelle, de contribuer aux objectifs ambitieux du Pacte vert. Même si le texte se veut plus écologique, les critiques sont nombreuses car au regard des budgets, la logique du soutien aux revenus semble toujours dominer. Ces points de divergence ne favorisent pas la cohésion des territoires ruraux. Ils peuvent même freiner leur attractivité, notamment lorsque ces territoires sont laissés de côté par les mesures environnementales de la PAC. La concentration des soutiens au profit des exploitations les plus performantes, via les aides à la surface ou à la tête de bétail, a contribué à creuser la fracture des régions agricoles d'Europe et fait naître des déséquilibres territoriaux. Par le versement du premier pilier sous la forme d'aides découplées, la PAC a bénéficié aux exploitations des régions agricoles naturellement favorisées, comme les plaines céréalières du nord et de l'ouest de la France. Il en résulte un paysage contrasté avec, d'un côté, des zones de performance où les conditions naturelles sont favorables, et de l'autre, des zones marginalisées qui n'ont pas les mêmes avantages, comme la montagne, certains plateaux difficiles d'accès ou encore des zones mixtes de polyculture et d'élevage. Ainsi, les déséquilibres originels des territoires ont été accentués par le soutien économique du premier pilier de la politique agricole commune. Le second pilier, destiné au développement rural, a tenté d'enrayer le problème de cette agriculture à deux vitesses. Le rééquilibrage envisagé est difficile à mettre en œuvre, mais la réforme en cours cherche plus d'équité territoriale. Le principe du New Delivery Model marque un changement de philosophie sur la mise en œuvre de la PAC. Chaque État membre gagne en responsabilité et en flexibilité. Ce nouveau modèle devrait mieux ajuster les mesures proposées aux contraintes locales et améliorer l'efficacité environnementale des dépenses de la PAC. Mais tout ceci dépend bien sûr de l'interprétation de chaque État membre en fonction de sa politique interne. Il serait regrettable que les plans stratégiques nationaux aient pour conséquence d'accentuer la concurrence entre territoires, concurrence que la réforme en cours a pour objectif initial de juguler. On constate que la PAC mise aujourd'hui sur l'environnement pour légitimer l'activité agricole et la réconcilier avec son environnement local. En parallèle, elle est engagée en faveur de l'attractivité territoriale. Toutefois, le fonctionnement actuel de l'Europe verte ne permet pas d'établir de lien évident entre PAC, environnement et attractivité des territoires. Ce sont finalement les territoires eux-mêmes qui, par leurs actions, mettent en réseau ces notions, car ils ont pleinement conscience que les agriculteurs contribuent à la préservation ou à la dégradation des paysages, de la biodiversité et de l'ensemble des ressources naturelles. Ils vont utiliser l'environnement par effet d'opportunité comme un levier au service de leur attractivité. La subsidiarité est un premier outil pour agir. Prononcée pour la première fois dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la subsidiarité sera étendue à la PAC par le traité de Lisbonne. Elle consiste à réserver uniquement à l'échelon supérieur ce que l'échelon inférieur ne pourrait effectuer que de manière moins efficace. Elle apporte de la flexibilité aux États membres en leur offrant une plus grande marge de manœuvre. Et, de fait, elle permet de mieux prendre en compte la diversité des intérêts locaux. Fondé sur cette logique de subsidiarité, le deuxième pilier est pensé pour être mis en œuvre par les États membres qui doivent choisir parmi les mesures du règlement européen celles les plus adaptées. C'est pourquoi l'application du règlement visant la politique de développement rural diffère fortement au sein des États membres. Certains, comme l'Autriche ou le Danemark, ont fait le choix d'une programmation unique à travers un seul plan de développement rural national, alors que d'autres États, à forte tradition décentralisatrice, tels que l'Italie, ont exclusivement établi des plans régionaux. Il existe également des systèmes mixtes, comme en Allemagne, où un plan cadre national est complété par les plans des Länder. Dans la PAC actuelle, la subsidiarité s'inscrit également dans le premier pilier. Le socle commun définit 3 régimes de soutiens obligatoires, mais prévoit plusieurs types de modulation, comme l'ajustement du calcul des droits à paiement de base, la définition des ayants droit à la PAC,
ou les conditions d'attribution des paiements verts. Des mesures optionnelles ajoutent encore de la souplesse, comme l'octroi d'un soutien bonifié aux agriculteurs en zone soumise à contrainte naturelle, ou encore la possibilité de proposer un régime spécifique aux petits agriculteurs. L'utilisation par les États membres de cette architecture à la carte produit des géographies contrastées. La typologie réalisée dans le cadre d'une évaluation de la PAC identifie ainsi 5 grands ensembles. La France soutient la production et la productivité et accorde une attention moindre aux aspects environnementaux, alors que, par exemple, les Pays-Bas défendent fortement les mesures environnementales au titre du second pilier. Le principe de subsidiarité est donc utilisé par les États membres pour adapter les mesures de la PAC aux spécificités de leur territoire. Mais on peut s'interroger sur la place donnée aux objectifs environnementaux dans ces projets politiques, ainsi qu'aux objectifs d'attractivité territoriale qui restent absents de ce diagnostic. Si la nouvelle PAC continue à déléguer aux États membres, on peut craindre l'apparition de fortes disparités sur les questions environnementales et d'attractivité des territoires. Avec les plans stratégiques nationaux, la flexibilité est renforcée pour permettre des économies d'échelle et une meilleure performance. Les biens publics locaux, comme les paysages, la qualité des eaux, la fertilité des sols, seraient du ressort des États membres ou des régions, donc gérés au plus près des bénéficiaires. En parallèle, d'autres arguments sont avancés en faveur d'une PAC plus centralisée concernant la prise en charge des biens publics globaux, comme le climat et la biodiversité, car ils ont une valeur collective pour tous les citoyens de l'Union. Jusqu'à présent, dans différents pays, dont la France, la mise en place des mesures du second pilier était régionalisée dans un souci de cohérence et d'efficacité. Or, le plan stratégique national aurait pour conséquence de renationaliser des enjeux qui jusqu'alors étaient saisis par probablement l'échelle la plus pertinente au niveau territorial, les régions. La proposition législative sur la future PAC tend à marginaliser, voire à compromettre, le rôle et l'autonomie des régions européennes dans la gestion de la PAC, en leur confiant la simple tâche de mettre en œuvre des mesures établies au niveau national. Ce serait dissoudre la riche expérience de gestion acquise au fil des années dans de nombreuses régions européennes. Un strict contrôle des PSN par la Commission européenne peut donc s'avérer indispensable afin d'éviter des dérives. On pense notamment au risque de concurrence déloyale entre les territoires qui pourrait entraîner une implosion de tout projet politique commun basé sur le principe d'égalité et de solidarité entre les territoires des États membres. Dans tous les cas, la plasticité induite par la subsidiarité permet d'ouvrir des espaces de négociation et d'insister sur les différentes échelles de mise en œuvre de la PAC. La gouvernance des collectivités territoriales prend également forme grâce au système de cofinancement. Cofinancement qui associe fonds européens et fonds nationaux étatiques ou infra-étatiques. Il s'agit d'un puissant levier pour soutenir des mesures écologiques de la PAC. Le cofinancement est un mécanisme ancien qui s'est toujours appliqué au deuxième pilier. La politique de développement rural finance ainsi un large panel de mesures cofinancées par les États membres ou les régions, comme la promotion du tourisme rural ou les aides à l'installation ou le soutien à l'agriculture biologique. Dans la pratique, le cofinancement entre des crédits européens et des contreparties nationales ou régionales est réalisé par un instrument de financement spécifique, le FEADER, Fonds européen agricole pour le développement rural. S'agissant des sommes cofinancées par la France, le budget du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation prévoit d'importants crédits au titre de contrepartie nationale pour certaines mesures écologiques inscrites dans la PAC, ICHN, MAE, conversion bio. Ces dotations sont un outil financier pour lever des fonds européens en faveur d'une politique de développement rural ambitieuse. En effet, le cofinancement national et régional permet, dans la continuité du principe de subsidiarité, à chaque État membre de personnaliser les mesures de la PAC en modulant les fonds alloués à chacune d'elles. Toutefois, l'obligation de cofinancement national, qu'il soit étatique ou infralocal, risque de freiner la mise en œuvre des mesures visant la politique de développement rural. Cela aurait des effets néfastes sur les questions environnementales et d'attractivité territoriale, car c'est un facteur d'inégalité entre les territoires qui n'ont pas tous les mêmes capacités budgétaires. Autre risque, avec la possibilité de transférer des fonds d'un pilier à l'autre.
Les États membres ont la faculté de moduler le budget global de la PAC en transférant des crédits du second pilier vers le premier. Ils pourraient profiter de cette opportunité en réduisant le budget du second au profit du premier pilier. Dès lors, le cofinancement national serait un instrument d'affaiblissement de la mise en place de mesures favorables au développement rural et ainsi à l'attractivité des territoires. On peut d'ailleurs se demander s'il faut réduire le pourcentage de budget transférable du second au premier pilier, voire supprimer toute possibilité pour les États membres de jouer au vase communicant. Par la subsidiarité et le cofinancement, les collectivités territoriales ont donc à leur disposition des outils de gouvernance efficaces qui doivent toutefois être contrôlés étroitement. Ces moyens, offerts par la PAC, peuvent être mis au service d'actions différenciées qui font le lien entre environnement et attractivité territoriale. On peut envisager l'environnement comme un outil de médiation entre la société et les agriculteurs. Ne pas le voir comme une contrainte, mais comme une opportunité pour défendre la spécificité du secteur rural. La pression sociale est forte et il est important que les collectivités territoriales, à travers leur choix de projets dans le cadre de la PAC, conjuguent environnement et attractivité des territoires. C'est par exemple le cas grâce au programme de développement rural. En mobilisant les budgets de la PAC via les projets territoriaux, les collectivités peuvent favoriser une agriculture performante environnementalement qui prend en compte les préoccupations sociétales et qui par conséquent favorise l'attractivité des territoires. Les programmes de développement rural, pour lesquels les régions sont autorités de gestion, en sont un bon exemple. Ainsi, la région Nouvelle-Aquitaine compte 3 programmes de développement rural calqués sur les anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. En s'intéressant au programme LEADER porté par les groupes d'action locale de la Nouvelle-Aquitaine, on remarque plusieurs projets qui lient les thèmes abordés aujourd'hui. Par exemple, le groupe d'action locale Montagne Basque veut mobiliser les potentiels d'attractivité de son territoire pour garder une montagne vivante, cela en s'appuyant sur les dynamiques agro-pastorales, sur le choix de races locales adaptées à l'entretien de la montagne et sur le développement de synergies entre agriculture et biodiversité. Autre exemple avec le groupe d'action locale Charente-Limousine, qui veut faire du tourisme un pilier du développement économique et dont la stratégie locale de développement cite en premier lieu le maintien et le développement d'un élevage respectueux de l'environnement. À travers ces projets, le lien entre préservation agro-environnementale et attractivité territoriale dans le cadre de la PAC s'exprime pleinement. Un autre outil permet de mener à bien cet objectif. Ce sont les projets agro-environnementaux et climatiques. Ces projets territoriaux, définis pour une durée de 5 à 6 ans, présentent une triple dimension, agricole, économique et environnementale. Ils sont portés par des opérateurs locaux, comme les collectivités territoriales ou les communautés de communes, par exemple, qui sont les maîtres d'ouvrage du dispositif et sont responsables de son animation. Ce sont les mesures agro-environnementales et climatiques qui donnent lieu à la construction de ces projets. Ainsi, les projets agro-environnementaux et climatiques, PAEC, définissent la liste des MAEC mobilisables, ils listent les actions complémentaires à mettre en œuvre et précisent les modalités de suivi et d'évaluation, ainsi que les modalités de poursuite des actions au-delà de la période du projet. Les mesures agro-environnementales et climatiques ne peuvent être contractualisées que si elles ont été programmées dans un projet agro-environnemental et climatique validé. Rappelons que les MAEC sont souscrites volontairement et permettent d'accompagner les exploitations agricoles qui s'engagent dans le développement de pratiques combinant performance économique et performance environnementale ou dans le maintien de telles pratiques lorsqu'elles sont menacées de disparition. À titre d'exemple, la coalition européenne Agri-Région, qui regroupe 14 régions de différents pays européens, s'appuie sur le dispositif des MAEC pour œuvrer en faveur d'une agriculture plus équitable, plus durable et en lien avec son terroir et de fait son territoire. Notamment en Bretagne avec les MAEC, système de polyculture élevage herbivore, dont l'un des objectifs est de favoriser le maintien d'exploitation dans les zones où la polyculture élevage est menacée. Le réseau régional est donc un levier pour promouvoir et réaliser les transitions agroécologiques et l'attractivité des exploitations agricoles et l'attractivité des zones rurales. On voit ainsi que les territoires, par la PAC,
peuvent agir et fédérer autour de projets qui marient environnement et attractivité territoriale. D'autres voies sont possibles, à l'image de la stratégie de planification foncière menée par certaines collectivités territoriales. Les agriculteurs ne sont plus les seuls à s'occuper de la mise en valeur du foncier rural. Les collectivités territoriales s'affirment dans la gestion des terres agricoles. Leur engagement peut aller jusqu'à proposer des projets d'exploitation clés en main associant environnement et attractivité territoriale. La démarche menée dans la Drôme en est l'illustration. Dans un contexte d'accès à la terre difficile, la communauté de communes du Val-de-Drôme a acheté 8 hectares de terres agricoles pour installer 4 agriculteurs. Près de la moitié des fonds liés à l'achat des terres et des bâtiments provient de l'enveloppe européenne via le FEADER. Le territoire exprime ainsi sa volonté de développer des petites productions à forte valeur ajoutée qui garantissent un revenu décent sur la base de pratiques respectueuses de l'environnement. Ainsi, les terres sont-elles louées dans le cadre d'un bail environnemental. Toute la production est vendue localement. Les habitants peuvent ainsi se fournir sur place. L'objectif de la communauté de communes est de développer l'activité agricole tout en veillant à préserver les ressources naturelles pour, comme nous l'évoquions en introduction, garantir une qualité de vie à tous les habitants du territoire. En conclusion, si l'échelle territoriale est logique et cohérente pour l'application de mesures agro-environnementales favorables à l'attractivité des territoires ruraux, la mise en support de la PAC et de son système de cofinancement peuvent être discutées. Au demeurant, la PAC reste un outil financier puissant pour les territoires qui n'hésitent pas à lui venir en relais. En termes d'intention politique, l'environnement pourrait même finir par supplanter les autres mesures de la PAC dans les actions territoriales. Malgré tout, et en dépit de l'engagement des territoires, le seul vecteur de la PAC ne suffira probablement pas à atteindre les objectifs environnementaux du Pacte vert. Il est indispensable de donner toute sa cohérence à cette nouvelle ambition en prenant en compte 2 autres politiques européennes communes majeures, l'environnement et la santé. Sur la question de l'attractivité territoriale, on peut aussi se demander si, à l'inverse, la recherche absolue de l'attractivité au sens communément admis ne présente pas un risque pour les équilibres agro-environnementaux parfois fragiles. Ne doit-on pas dès lors envisager l'attractivité comme un levier de contrainte pour la qualité environnementale des territoires lorsqu'il y a pression sur les zones agricoles et naturelles? Il faudrait sans doute revoir la définition du concept en intégrant la dimension environnementale qui, en se combinant à la dimension économique, pourrait devenir une attractivité résiliente des territoires. Merci de votre écoute et merci à Mesdames Rochdy et Aubin-Broutet pour leur accompagnement dans la préparation de cette communication. Merci beaucoup Olivia et puis merci à Lina pour cette communication très claire, très passionnante.